comme un tsunami, ça démolit tout sur son passage. Le suicide est à la fois très rare et en même temps chaque suicide est un suicide de trop, est un décès évitable. On était à des années-lumière de comprendre l'intensité de la souffrance, l'intensité du mal-être et tout ça, on l'a découvert après sa mort en fait. 700 000, ça fait plus de morts par suicide chaque année que de morts violentes par crime, guerre ou terrorisme. Parler du suicide ne provoquera jamais de passage à l'acte. Ne pas hésiter à poser la question, est-ce que tu as déjà pensé à mettre fin à ta vie? Ne pas avoir accès ou compliquer l'accès à un moyen suicidaire, ça sauve des vies. Ils avaient, entre guillemets, tout pour être heureux. On n'en parle pas, c'est complètement tabou. Suicide. C'est un mot qui dérange, c'est un mot qui fait peur. Un sujet que l'on évite dans les couples, dans les familles, entre amis ou entre collègues. Un sujet qui est absent des débats publics, pour lequel aucune grande campagne nationale de prévention n'a été lancée à ce jour. Le suicide, c'est peut-être l'un des derniers grands tabous français. Un tabou privé, public, qui isole et qui tue. Le suicide est pourtant un enjeu de santé publique, avec des chiffres très élevés et une évolution récente inquiétante des tentatives et des idées suicidaires. Alors que la prévention routière, par exemple, est omniprésente et qu'elle a démontré son efficacité pour sauver des vies, la prévention du suicide, elle, reste dans l'ombre, alors qu'elle a aussi démontré son efficacité. 9200. C'est le nombre de personnes décédées par suicide en 2022. 3267 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine la même année. Il est donc temps de libérer la parole autour du suicide, pour comprendre et surtout pour prévenir. Je suis Edgar Marmet, j'ai 29 ans et j'ai moi-même fait face aux idées suicidaires plusieurs fois dans ma vie. Ce tabou national, sociétal et intime, je le connais bien. Enfin, c'est ce que je croyais. Pendant des mois, j'ai étudié, j'ai cherché les spécialistes du sujet, les associations mobilisées, j'ai reçu le témoignage de personnes endeuillées ou de personnes ayant connu des crises suicidaires mais qui sont aujourd'hui rétablies, des mois de travail, des mois d'échanges, mais surtout de révélations personnelles qui m'ont poussé à créer un documentaire qui pourrait briser le tabou autour du suicide en libérant la parole des personnes en souffrance, mais aussi en mettant en avant les solutions existantes et l'incroyable engagement de ceux qui les portent. Ce documentaire, en fait, c'est celui que j'aurais aimé voir quand j'étais en souffrance, pour savoir que je n'étais pas seul, que vous n'êtes pas seul. C'est aussi celui que j'aurais aimé que ma famille, mes amis ou mes collègues puissent voir, pour comprendre et pour pouvoir en parler. Parce que si on peut exprimer des idées suicidaires, encore faut-il que la personne qui les reçoit ait les clés pour aider. C'est enfin celui que je partage avec un grand public pour que la société puisse enfin s'emparer du sujet. La prévention du suicide, c'est un combat pour le maintien du lien à l'autre, pour une société plus humaine et moins divisée. Pour mettre un nom, un visage, une histoire sur les victimes de suicide et libérer la parole de ceux qui restent, nous avons rencontré Hélène et Fabrice. Ils ont perdu leur fille Lou, décédée par suicide à 20 ans en 2021. Engagée depuis dans la prévention du suicide des jeunes, Hélène a accepté, avec son mari Fabrice, de témoigner pour briser le tabou et faire avancer la prévention du suicide.
première question, est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler un peu de Lou? Lou était une jeune fille extrêmement rayonnante, extrêmement brillante, très belle, qui était aussi d'une grande intelligence. Elle avait eu une scolarité sans aucune difficulté. Elle avait eu son bac avec mention très bien. Elle est rentrée à Sciences Po Paris, ce qui était ses études de rêve. Elle était aussi très sensible, très à l'écoute, très curieuse de la personnalité des gens qui l'entouraient. Elle avait une très grande exigence en fait dans l'intensité de ses relations avec les autres, l'intensité des conversations. Elle aimait dessiner, elle aimait surtout écrire. Elle avait un très grand talent littéraire, même si elle ne voulait pas toujours l'admettre. On a découvert après sa mort qu'elle avait écrit beaucoup de textes, beaucoup de poèmes en particulier. Elle avait ce qu'elle disait être un syndrome de l'imposteur. Elle disait qu'elle était rentrée à Sciences Po par accident parce qu'elle était tombée sur un sujet qu'elle maîtrisait parfaitement. Elle avait quand même ce côté de manque de confiance en soi, ce qui la faisait douter en permanence. Puis elle se posait beaucoup de questions de manière générale. C'est vrai que beaucoup de questions existentielles, et beaucoup de questions sur le monde, sur sa place dans le monde, très solaire presque à l'extérieur, mais beaucoup de questionnements à l'intérieur d'elle-même. Elle était assez populaire, entre guillemets. Elle avait beaucoup d'amis avec différents groupes d'amis. Dans certains cas, il peut y avoir du harcèlement scolaire, des choses comme ça. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'a pas du tout touché Lou à votre connaissance. En fait, on n'a pas vraiment trouvé de traumatisme ou d'événements vraiment particuliers qui auraient pu expliquer d'une certaine manière son suicide. Pour ses amis, elle était vraiment quelqu'un qui savait les comprendre et quelqu'un qui même savait leur trouver des solutions. Peut-être les derniers mois, les dernières semaines, est-ce qu'il n'y avait évidemment pas de signes avant-coureurs, mais est-ce que vous l'avez vu peut-être un peu changer sur certains aspects? En fait, elle avait passé un semestre à Madrid, dans le cadre de ses études. Et quand elle est revenue au bout de 6 mois, au mois de juin, donc un mois avant son suicide, on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Des signaux de perte d'intérêt de certaines activités, de troubles du sommeil. Lou, la nuit avant son décès, elle n'a pas dormi toute la nuit. Elle pleurait quand même plus que d'habitude. Et donc nous, on s'est dit, bon bah voilà, elle a pas suffisamment pris soin d'elle pendant qu'elle était toute seule. C'était aussi pendant le Covid, c'était en 2021, donc on était encore dans des situations un petit peu compliquées. Donc on s'est dit, bon bah on va la faire bien dormir, bien manger. On lui avait quand même fait voir une psychologue, mais c'est pareil, comme c'était le Covid, c'était en distance. Il y avait des signaux faibles que nous, on n'a pas su interpréter de la bonne façon. Les derniers jours, elle était à la maison, elle a parlé, elle a partagé ses doutes, ses questionnements. Elle se plaignait en particulier de ne pas se sentir connectée avec les autres. C'est quelque chose qui revenait souvent dans l'origine de son mal-être. Donc moi, je me suis dit, bon bah, si elle en parle, c'est plutôt bon signe. Si elle partage ses difficultés... Mais on était à des années-lumière de comprendre l'intensité de la souffrance, l'intensité du mal-être, et tout ça, on l'a découvert après sa mort, en fait. On a retrouvé quand même pas mal d'écrits, de textes de Lou, donc ça nous a aidé à comprendre l'intensité de sa souffrance, parce qu'elle n'avait pas de laisser de lettres lors de son décès. On avait quand même du mal à parler de nos émotions. Je pense qu'on leur a pas très souvent posé la question de comment tu te sens, qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé. Voilà, je pense qu'on n'est pas si souvent que ça, en fait, dans nos discussions familiales, aller vraiment dans comment chacun vraiment se sentait, comment chacun vraiment allait. En fait, le suicide n'a jamais été un sujet tout court. Enfin, je veux dire, même avant, c'était juste un sujet qui était peut-être pas dans la cellule familiale tout court, du coup.
On discutait de plein de choses, sur le féminisme, sur la question du genre, La politique. la musique, des drogues, on a discuté du harcèlement. De prévention routière, évidemment. Mais jamais on a discuté du suicide comme étant un risque pour les jeunes. J'étais probablement encore dans ces idées reçues que pour se suicider, il faut soit être vraiment malade, avoir une maladie psychique mais vraiment importante, ou avoir subi vraiment un traumatisme particulier, ou avoir des conditions de vie très difficiles. Enfin, et nos enfants n'avaient rien de tout ça. Ils avaient, entre guillemets, tout pour être heureux. Quelles ont été les conséquences aussi pour vous, personnelles, peut-être même professionnelles? C'est comme un tsunami, ça démolit tout sur son passage. Non seulement c'est un deuil, mais en plus c'est un deuil par suicide qui est plutôt stigmatisé par la société. Et c'est la perte d'un enfant, ce qui est aussi quelque chose de très particulier. Forcément, on se pose énormément de questions. On commence par la culpabilité. Ensuite, on remet en question toute l'éducation qu'on a donnée à ses enfants. Le suicide, c'est une vraie entreprise de démolition. Ça peut démolir des couples. Nous, ça n'a pas été notre cas parce qu'on a choisi de traverser ça ensemble. Moi, j'ai repris le boulot assez rapidement après la mort de Lou, parce qu'au début, ça m'a fait du bien. Et puis, au bout de 18 mois, ça a créé une situation de burn-out, en fait, de dépression. Donc, ça a changé ma vie, parce que ma vie professionnelle était assez importante. Et ça fait presque 2 ans maintenant que je ne travaille plus. Il faut trouver de nouvelles raisons d'avancer, en fait. Ça peut être changer d'orientation professionnelle, changer de centre d'intérêt, mais ça laisse pas indemne. Il y a vraiment tout à refaire. Oui, il y a clairement un avant et un après. Maintenant, à chaque fois, on dit c'était avant ou c'était après le décès de Lou. On devient plus spirituel au sens de trouver un sens justement à sa vie. On fait plus de grands dîners où il y a 10 personnes et tout le monde rigole. On est incapable de faire ça. Comment vous avez été soutenu, par exemple, par des amis, par la famille? Comment ça s'est manifesté? Déjà, est-ce qu'ils ont été là? Et si oui, comment ils vous ont aidé aussi, tous les deux, à traverser ça? Oui, ils ont été là, aussi bien la famille que les amis. Alors, je ne sais pas si c'est incroyable, mais en tout cas, on a eu la chance d'avoir des amis extrêmement présents. Lou s'est suicidée quand elle était dans un groupe d'à peu près 30 personnes. Et parmi eux, des très bons amis de Lou. Ça nous fait du bien aussi d'avoir cette relation avec les amis de Lou, parce qu'on les voit grandir, on les voit passer leur diplôme, on les voit devenir adultes. Ils nous parlent de Lou et ils dévoilent des facettes que nous, on ne connaissait pas. C'est quelque chose qui nous a beaucoup aidés juste après la mort de Lou et qui continue à nous aider, en fait. Et puis, il y a notre Oui, je veux dire, on peut difficilement ne pas parler de la famille sans parler de Martin. Même si l'enfant décédé prend une place énorme, d'avoir encore un enfant à nos côtés, ça a été une grande source de force, d'inquiétude aussi. Il a mis beaucoup de temps en fait à réussir à parler de Lou. Il a quitté la maison au moment de son décès, donc en fait avec ses nouveaux amis, il s'est protégé comme ça. Et il a mis un certain temps à intégrer le suicide de Lou dans sa vie, mais là, il avance sur ce chemin et ça nous fait aussi énormément de bien de voir ça. On se soutient tous les trois, évidemment. Vous avez été accompagné par soit des associations, soit les psychologues, soit les psychiatres, individuellement, peut-être collectivement. Dans le cadre de mon travail, en fait, j'avais accès à des psychologues. La première s'est quasiment mise à pleurer quand je lui ai raconté mon histoire et il m'a dit « Monsieur, seul le temps pourra faire quelque chose pour vous ». Et la deuxième a commencé à m'engueuler parce que j'avais pas mon masque. Ensuite, on a trouvé ensemble le centre de prévention du suicide, où là, on est tombé sur des psychologues qui savent ce que c'est le suicide. On les a vus aussi avec Martin, et Martin est aussi suivi au centre de prévention du suicide. Donc, ils
traite à la fois des personnes qui sont en crise suicidaire et puis qui traite aussi beaucoup, malheureusement, des familles qui ont été touchées par le suicide, qui sont en deuil. On continue à les voir encore aujourd'hui, donc plus de 3 ans après. Au centre de prévention du suicide, on avait beaucoup approfondi la question du suicide, en fait. Mais à un moment donné, on avait besoin d'approfondir la question du deuil d'un enfant. Et c'est là où l'association Phare Enfants-Parents a pu nous aider, qui est une association aussi de prévention du mal-être des jeunes et de support aux familles d'endeuillés, qui organise des groupes de parole. La majorité des parents qui rejoignent cette association, c'est suite au suicide de leur enfant. Toi, par exemple, tu t'es engagé justement dans la prévention du suicide et dans la prévention du suicide des jeunes. Oui. Et on a des amis qui, un jour, ont appelé le 3114 avec leur fille, grâce à nous, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, ça a été un peu le déclenchement en disant, bon, bah, donc ça sert, en fait. C'est possible, on peut faire quelque chose. Et donc, en parler, libérer la parole, c'est vraiment essentiel. Le suicide, on n'en parle pas, c'est complètement tabou. Alors que la prévention routière, on a fait beaucoup de choses, et tant mieux. On a réussi à diminuer de manière très importante le nombre de tués sur la route. Mais il faut faire la même chose pour le suicide. Maintenant, en fait, mon vrai combat ou motivation, c'est vraiment d'essayer de faire rentrer la santé mentale, la prévention du mal-être et du suicide des jeunes à l'école et à l'université. Je collabore avec des associations comme Phare Enfants-Parents, comme l'association Nightline, qui fait des formations sentinelles, par exemple, pour former des étudiants à pouvoir identifier une crise suicidaire ou en tout cas des signaux de mal-être. Petit à petit, les choses avancent, les choses bougent et moi, je me dis que si on sauve une vie, ben voilà, j'aurais fait tout ce que je peux. Est-ce que vous auriez un message, est-ce que vous auriez des conseils à adresser justement à des parents? C'est toujours difficile de donner des conseils quand on n'a pas su faire soi-même, mais bon, en effet, on a quand même pas mal appris en 3 ans et demi. Dès le plus jeune âge, et pour tous les parents, c'est vraiment d'essayer de parler des émotions. Voilà, on avait parlé de tout avec nos enfants et on n'avait jamais parlé du risque suicidaire. Donc, d'oser aborder ce sujet, même quand les enfants vont bien. Et il vaut mieux avoir réfléchi avant à qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et qui est-ce qu'on peut appeler. Il faut absolument pas minimiser la souffrance de son enfant. On a tendance à dire mais c'est rien, ça va passer, t'as tout pour être heureux, heureuse. On referme une porte qui venait de s'ouvrir. La souffrance de ces personnes, elle est énorme et ne pas la minimiser. Donc il faut faire très attention à ces signaux faibles, ce que nous on a été incapables de faire. Prendre ça très au sérieux et il faut donner des ressources à l'enfant ou à la personne avec qui on parle. Ça peut être un psychologue, il faudrait mieux que ce soit un psychiatre. Ça peut être d'aller parler à un ami, à un membre de sa famille, appeler le 3114, aller voir un professionnel spécialisé, mais surtout ne pas rester seul. Et je sais que c'est difficile à entendre pour des gens qui sont en plein milieu d'une crise suicidaire, mais le suicide n'est pas la seule solution. Mais il faut se faire aider, il ne faut pas rester seul. Et vous pouvez aussi appeler le 3114 si vous vous inquiétez pour un proche. Et il ne faut vraiment pas hésiter, il y a des professionnels qui sont là pour orienter, pour aider, pour écouter. Et ne pas hésiter à poser la question: est-ce que tu as déjà pensé à mettre fin à ta vie? Juste cette question-là, elle peut apaiser, ouvrir le dialogue.